C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur PX1. Les bars qui viennent d'arriver. Comme je vous l'ai dit ce soir, une émission chargée, pas mal de monde qu'on reçoit aujourd'hui. On sera avec notre premier invité dans quelques instants, c'est Ragnar le Dog. Alors c'était ce TikToker en cavale, il va venir nous raconter un petit peu son histoire et il va nous lâcher quelques petits freestyles au passage. Je pose ça là, je rappelle que pour faire cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon gars Kevin. Ouais, on est toujours là. Toujours présent. Toujours actif. Aïe, 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 ça c'est mon Kevin, là je te reconnais. Kevin, ouais. J'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Si la police te recherche, est-ce que t'oserais te mettre en cavale ou tu te rends? Je m'en cavale, ouais. Tu te mets en cavale. Voilà, vous avez la réponse de Kevin. Je vous pose la question à vous aussi, n'hésitez pas à répondre. Vous pouvez nous envoyer un petit message au 0460 26 20 20. Et notre invité du soir, je vous le disais il y a quelques secondes, c'est Ragnar le Dog. Bonsoir. Salut. Tu vas bien? Ouais, cool. Dis-moi un petit peu comment s'est passée la journée, tout ça. Bah en fait bien parce que je savais que j'allais venir vous voir, donc fallait préparer tout ça, que ça soit psychologiquement ou même au niveau musical, vu qu'il y a cette histoire de freestyle qui arrivera juste après. Toi, tu nous avais pas dit sur TikTok que tu faisais du freestyle. De base, c'était pas le sujet. À l'époque, ça parlait de cavale. Les rappeurs ont l'habitude de parler de nous, par contre. ça c'est vrai. Alors, disons, on va commencer déjà par te présenter qui tu es. On va commencer soft. Dis-nous un petit peu, présente-toi, qui es-tu? Ragnar le Dog, 37 ans, ancien détenu parce que j'ai été libéré il y a 3 semaines maintenant. J'ai terminé enfin mes sanctions avec la justice. Ça y est, t'es libre comme l'air? Ouais, je suis enfin libre. Ouais. C'est fini les bêtises? C'est fini les bêtises. On a eu notre temps, c'est chacun son temps. Maintenant, je laisse ça aux petits. Malheureusement, je commence à en voir de plus en plus rentrer dans ce genre de milieu. Et de plus en plus jeunes en plus. En plus, de plus en plus jeunes, ils sont énormes en taille. Franchement, la vérité, c'est une autre génération. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Comment est-ce que toi, t'es tombé justement dans ces bêtises-là? T'avais quel âge? Très jeune. Pourquoi? J'étais très jeune, c'est vrai. Moi, je suis pas un enfant de famille pauvre, on va dire pauvre. On était de classe moyenne. Mes parents m'offraient pratiquement tout ce que je leur demandais tant que j'obéissais aux ordres qu'ils me donnaient et que je ramenais des bons points à l'école, quoi. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est peut-être parce que à l'époque, moi, j'ai grandi avec 8 sœurs. J'ai pas de frère. Okay. Mon rêve à moi, c'était d'avoir un frère avec qui jouer. Et je suis sorti très jeune dans la rue aller le chercher. Ouais. Le problème, c'est que les vrais frères dans la rue, ça n'existe pas. C'est une illusion. Tu peux aimer un personnage, t'entendre super bien avec lui pendant des années, mais c'est pas ton sang. Il peut y avoir n'importe quoi qui peut venir vous mettre en désaccord, comme l'argent, les femmes, plein de choses, plein de choses de la vie. Et moi, je l'ai compris, mais un peu trop tard. Je pensais qu'en montrant une facette de moi que j'étais pas, je serais apprécié à une juste valeur que je m'étais inventée, quoi. Donc en gros, quand t'es allé dehors chercher ce frère, t'as fait un peu le caïd. Je voulais montrer que j'avais du courage, que j'en avais plus que les autres. Et comme je suis le seul garçon d'une famille et que je suis le seul loup de la meute, il fallait montrer que j'étais capable de protéger aussi ma famille. C'était un message en fait que j'envoyais aux autres quand j'étais dehors. Mais c'était vraiment dans l'inconscience, c'est l'inconscience du gamin. Et puis à l'époque aussi, il y avait... T'avais quel âge? Mon premier délit grave, j'avais 13 ans. 13 ans. Ouais. Donc, est-ce que c'est c'est vraiment ce fait de pas avoir de frère, d'être vraiment que parmi les femmes qui t'emmènent? Non, c'est pas la seule raison. Il y a la télé aussi, il faut dire la vérité. Il y a le rap, il y a plein de choses qui rentrent en... Il y a la société de consommation. Je suis un enfant de famille moyenne. Je pouvais obtenir plus ou moins ce que j'avais besoin pour vivre sans passer par des choses illégales, mais j'en voulais plus comme tous les autres. Tu voulais Fendi, Gucci, Prada? Je suis pas de ces marques-là. Je suis plutôt dans le Nike, Adidas, mais à l'époque, quand un gamin de 12, 13, 14 ans portait du Nike sur lui, c'était l'enfant de quelqu'un de posé, quoi. Et je voulais qu'il ressemblait à ça. C'était important. Ouais, c'était important pour moi à cette époque-là d'avoir une certaine image, un peu comme aujourd'hui aussi. C'est juste cette image s'est déplacée. Aujourd'hui, elle est même, je crois, plus présente à cause des réseaux sociaux.
Parce que à l'époque, tu devais être stylé pour aller à l'école. Aujourd'hui, tu dois être stylé tout le temps parce que tu es surveillé, épié sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Donc voilà. Et donc ouais, ta première bêtise à 13 ans, tu peux nous dire ce que t'as fait ou c'est trop grave? Ouais, c'était quand même assez grave. C'était un vol avec violence, avec armes à l'époque. Wow. Ouais. À 13 ans, mais à 13 ans, comment on se procure des armes? Moi, j'étais un petit enfant malin. Je surveillais tout le monde dans le quartier. J'avais vu un grand qui avait caché son flingue dans un parc au quartier et j'avais été le récupérer. Et t'as pas peur d'avoir les représailles derrière? Du grand à l'époque, quand je me lançais dans une bêtise, je crois que hors antenne, je te l'avais dit, quand je suis un obstiné, moi, une fois que j'ai mis un truc dans ma tête, si je vais pas, je me sens pas bien, je dors pas. C'est comme le projet là venu aujourd'hui de me retrouver avec toi en radio. C'était important pour moi déjà de revenir donner une explication de ce qui s'était passé pour moi, ma version des faits à moi, parce qu'il y a eu la version des médias. J'ai regardé les reportages qui se sont déroulés, que ce soit sur RTL TVI ou sur l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Chacun a son opinion, chacun a vu ça comme il voulait. Par exemple, moi, on m'a censuré parce que la liberté d'expression avait été dépassée. Moi, j'estime que j'avais pas dépassé la liberté d'expression, j'avais juste expliqué le quotidien de quelqu'un qui vit difficilement en vrai, parce que la fuite, c'est quelque chose de difficile. Un humain qui veut rester libre, c'est un humain normal pour moi. Un humain qui se laisse enfermer, ça, par contre, c'est un problème pour moi. La dominance, j'ai jamais aimé. Mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui vont te dire, par exemple, c'est pas te laisser enfermer, mais c'est assumer les conséquences de tes actes? Oui, il y a il y a, comme tu dis, assumer ses actes, et il y a ne plus pouvoir faire partie de la société après avoir payé les conséquences de ses actes. Et dans notre société actuelle, c'est ce qui se déroule. On m'a pas demandé à ma sortie de prison ce que j'allais faire, où j'allais dormir, si j'avais de l'argent sur moi. Donc vous imaginez, on a 11 800 détenus dans toute la Belgique. Si on venait à tous les libérer, sans leur demander où ils vont et ce qu'ils font, qu'est-ce qui risque de se passer une fois que ces gens-là retournent parmi la société? Ils retombent dans leur travers. Alors forcément, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment, il faut arrêter de se voiler la face. Notre politique est mal faite, très mal faite. Pour moi, la prison n'est pas le meilleur remède pour la criminalité. L'armée aurait pu servir de moi, j'aurais pu être un bon militaire au lieu d'être un bon détenu. En prison, j'étais apprécié, moi, par les directions des établissements, parce que je suis quelqu'un qui est très communicatif, qui essaie d'avoir sa chance. Et TikTok, c'était pas que ça me donnait une chance. Moi, j'avais juste besoin d'exprimer un problème que j'étais en train de vivre. Alors, justement, revenons sur cette période TikTok. Donc, toi, tu fais une bêtise. D'accord. Donc, t'es en prison. Ouais. C'est ça. Et puis on te donne une libération. J'essaie de remettre la chronologie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve sur TikTok? Pour que tu te retrouves en cavale d'abord, avant d'arriver sur TikTok. Comment tu te retrouves en cavale? Donc à l'époque, on était en mars 2020. Et si tu te rappelles, c'est Covid. C'est le Covid qui débarque. Et les établissements pénitentiaires ont décidé de supprimer les visites et supprimer tout contact avec le monde extérieur. Okay. En tout cas, les contacts qu'ils avaient avec le monde extérieur, c'était par exemple les livraisons de nourriture ou les transferts de détenus. Mais ça, c'était encadré par l'État. Pour ce qui était des familles, etc., on n'avait plus aucun contact. Les contacts téléphoniques en prison, c'est compliqué. Parce que tout ne peut pas se régler derrière un téléphone. Ce qui fait que moi, automatiquement, quand j'ai vu ce qui arrivait, et à l'époque, j'avais fait une demande pour avoir des congés pénitentiaires qui avait été acceptée par la Direction générale des détentions. Tu te comportais bien en prison? Ouais, moi je suis quelqu'un de carré. Je sais pas, tu fais le voyou d'or, et quand tu fais le voyou, c'est pour de l'argent. Tu fais pas le voyou juste par comédie. On n'est pas dans un film. Donc, non, en prison, j'avais un comportement digne d'une personne à respecter, parce que j'estimais que j'avais fait une erreur et que j'étais là justement pour travailler sur moi-même afin de ne plus recommencer en fait. Et ça a toujours été pareil. À chaque fois que je suis rentré en prison, moi je me suis toujours dit que ça va être la dernière fois. T'as fait plusieurs fois de la prison? Ouais, malheureusement. Combien de fois? J'ai fait 14 ans de prison moi au total. Au total? Ouais, donc c'est énorme. Moi je suis vraiment un enfant de la justice pour de vrai. Ça a commencé, j'avais 16 ans et 9 mois. Et ça c'est en détention chez les jeunes? Non, c'est ça? Même pas. Moi à l'époque, l'État considérait que mes bêtises étaient graves. Pourtant c'était qu'une histoire d'argent. Il n'y a jamais eu mort d'homme. Mais le fait que je me permette... fait que tu aies une arme, etc., je pense que... Est-ce que tu as conscience, j'espère que tu vas pas prendre mal ce que je te dis, mais est-ce que tu as conscience que même si tu tues pas la personne, à partir du moment où tu lui braques... crées un traumatisme. Ouais. Je sais.
Et avec les psychologues de prison, et même ma psychologue T'en extérieure, avais conscience on en parle. avant d'en Non, parler avec sur les le moment même, nous, on voit ce traumatisme à travers des écrans de cinéma. Uh-huh. D'accord. Et on le voit comme une comédie. Parce Ok. que c'est ce qu'on nous inculque. Donc ce qui fait que le jour J, quand on passe à l'acte, on se retrouve dans une situation où on est comme cet acteur de film. Pour nous, la victime, elle va pleurer à 1 minute parce qu'elle pense qu'elle va mourir, mais à la fin de la soirée, quand Je vais elle pas sera- la tuer. en fin de soirée, quand elle va se rendre compte qu'elle est toujours en vie, elle finira par arrêter de pleurer. C'était ça le truc dans nos têtes. Et puis sur le moment même, on pensait qu'à l'argent qu'on voulait prendre. Mhm. C'est tout. Il y a des mecs, eux, ils le faisaient vraiment par besoin. Ces mecs-là, tu peux pas leur demander si la victime, ils ont quelque chose à foutre ou pas. Le mec, il crève Ben, la dalle. non, mais il crève la dalle, mais tu sais pas si celui sur qui tu braques l'arme, c'est lui-même quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois. Ouais, qui mais là, tu vois ce que je moi, veux par dire, exemple, c'est- je vais pas vous mentir, j'ai jamais attaqué d'innocents. Je me suis Mhm. jamais attaqué aux citoyens lambda. Je me suis toujours pris à l'argent de la société. Et c'est même pour ça que j'ai fait beaucoup de prison. Parce que ici en Belgique, moi j'ai même eu des juges, je ne déclarais pas les noms, qui m'ont dit on préférait que vous soyez un assassin qu'un voleur comme celui que vous êtes. Parce que vous vous attaquez à l'argent de l'État. Donc tu penses que Non, l'État se soucie plus bien de son sûr, argent que bien du... sûr. Le citoyen est remplacé par un autre citoyen qui pleurera ses premiers cris dans la maternité d'un hôpital quelques minutes après sa mort. Donc le rouage de la société continue. Une autre fourmi est née pour travailler, et même 10, 15, 20 par jour. C'est pas votre mort qui les intéresse, c'est l'argent que vous puissiez ramener à la société. À partir du moment où on perd un être vivant, on perd une économie. Mhm. On perd quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, qui paye ses impôts, qui paye ci, qui paye ça. Moi, je suis pas un tueur. Oui. Et j'ai jamais eu l'instinct, ou même l'envie, ou même l'idée d'aller jusque-là. C'est qu'une histoire d'argent. À l'époque, c'est vrai que j'étais inconscient. Et peut-être que je cherchais à me faire du mal à moi-même en faisant ça. Parce que c'est ça, faut se dire, je risquais ma vie aussi, hein, Ouais, dans un sens. complètement. Parce que peut-être que moi, j'aurais pas tiré sur une victime, mais un agent de police qui serait passé par là. Il aurait pu fait son boulot. Et son boulot, c'est de maîtriser des gens comme moi, par tous les moyens possibles et imaginables. Moi, c'est pas mon cas, je veux juste l'argent. À l'époque, c'était ça, quoi. Alors, justement, on était en train de parler, pour revenir un petit peu sur le sujet, de ce côté, il y a le traumatisme de personnes, et en prison, tu réalises en fait que ces personnes sont traumatisées. Parce qu'avant, tu n'en avais pas conscience. Comment est-ce que... Non, moi j'ai une conscience. Moi, le soir même, je me sentais mal, je vous dis la Ouais. vérité. Je peux avoir beaucoup d'argent sur moi, mais je vais penser aux victimes. Parce que je sais que je leur ai fait peur sur le moment même. Et c'est même pour ça que je ne touchais pas mes victimes. Parce que je savais que le traumatisme de la cagoule et des armes, c'était déjà assez. Mhm. Mais comme je vous ai dit, moi je me suis toujours attaqué à des sociétés qui étaient assurées à hauteur. Donc ce Ok. qui fait que ces gens-là récupéraient l'argent que je leur volais. Traumatisme, ces gens-là, je crois pas qu'ils sont traumatisés. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. À partir du moment où tu tiens une bijouterie et que tu sais que 50% des braquages dans les années début 2000, c'était les braquages de bijouterie, tu t'attends à ce que ça t'arrive. Et tu sais que au final, c'est une question d'assurance. Tant que ta vie reste sur le moment même, que tu perds pas la vie dans l'action, quoi. Mhm. Mais ça, c'est la société dans laquelle on vit est bizarre. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un problème avec le trafic de stupes. Tout le monde fait le dealer. Tout le monde. Il y a plus de dealers que de clients. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Ça devrait baisser les prix dans ce cas-là. Non, même Non, pas. même pas. C'est ça qui est Même fou, pas. hein. C'est ça le pire, c'est que Mais- les prix ne font qu'augmenter. Mais bon, on rappelle quand même que la drogue, c'est mal. Ouais. Et qu'il faut éviter la consommation, parce que souvent, rien qu'on parle de consommation de weed, parfois ça paraît innocent, mais il y a rien à faire, ça te rend plus mou, ça Oui, il y a ça d'autres peut débats aussi- qui te diraient oui, que ça voilà. a sauvé aussi des vies. Moi, j'ai Et- vu par exemple des gosses hyper actifs qui pouvaient pas s'asseoir sur un banc scolaire pour étudier parce qu'ils trop les nerfs et qui, grâce au cannabis, sont à l'ULB. Ben, c'est vrai qu'il y a deux choses avec le cannabis, c'est il peut avoir des côtés positifs. On sait qu'en médecine, Ouais. ça peut aider aussi, mais on sait aussi qu'il n'y a rien à faire. J'ai assisté moi-même, j'ai vu des gens dans mon entourage qui fumaient tellement, qui foutaient rien de leur journée. Donc voilà, je pense qu'il y a- Moi, c'est voilà. vrai que j'en ai vu beaucoup aussi. il y a un débat, mais je pense que voilà, c'était quand même important de rappeler que voilà, consommation est que la toujours interdite en consommation Belgique. interdite en Belgique. Très bien. Et c'est bien, tu connais la loi. À force de jouer Ah avec ouais, la je loi, pourrais faire avocat on au barreau, finit- moi, avec les années que j'ai faites. Mais Ben oui, bien sûr. Est-ce que je sais plus si quelqu'un qui a fait de la prison a plus le droit d'être avocat, non? Non, on n'a plus le droit d'être quoi T'as que ce plus le droit. soit dans la société. Déjà limite si on me laisse me promener encore dans les rues. Hein.
Bah alors, on va revenir à justement cette période où, parce qu'il faut reprendre le fil, à chaque fois on se dit plein de choses, mais on va essayer de reprendre un peu le fil. Donc, tu as cette ce congé pénitentiaire de 36 heures. Et comme le Covid est arrivé et que je savais que les prisons avaient bloqué leur système, j'ai décidé de rester à l'extérieur. J'ai même appelé la direction de la prison pour la prévenir de ma cavale. Oui, moi, je suis quelqu'un qui va... Et qu'est-ce qu'elle te dit quand tu l'appelles, la direction? Monsieur Tabla, vous m'aviez dit que vous alliez pas me faire ça. Je dis oui, mais madame, le Covid, les visites, plus rien. Je peux pas tenir moi dans une cellule comme ça. C'est impossible. Ne fût-ce que ma visite. C'est le minimum que je demande. Vous allez les rendre? Non, monsieur Tabla, on est en pleine période du Covid. Ah ben, dommage pour vous. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qu'elle te dit en raccrochant? Elle te dit, bon, on va vous rechercher? Non, même pas. Elle peut pas vous menacer. Elle peut juste vous demander de revenir à l'établissement de manière la plus courtoise possible. Sinon, pour le reste, elle attend votre tour. Hein. Et c'est une des directions que j'ai appréciées le plus parce qu'elle a vraiment... C'était quelle prison? C'était à la prison de Ytre. La prison de Ytre? Ouais, c'est une prison de haute sécurité ici en Belgique et à l'époque du Covid, j'avoue que le système avait vraiment été corsé. Vraiment. Moi, je félicite tous les détenus qu'on su tenir à cette période. Hein. Parce que si vous avez été confiné chez vous à la maison, imaginez-vous confiné dans un endroit dans lequel on vous a déjà confiné avec une peine. C'est confiné dans le confinement. Vous comprenez? C'est pour détruire le psychologique d'un être humain. Hein. Moi, c'est là que je veux en venir. Je veux pas en venir. Parce qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher, d'accord. Ils sont en prison pour payer leur peine. Ça sert à rien d'appuyer là où ça fait mal. Ou alors autant réallumer une chaise électrique. Autant, ouais. C'est vrai. Bah écoute, la conversation qu'on a est hyper intéressante. On va juste se faire une courte page de pub. Ça va durer 1 minute ou 2. Ne vous inquiétez pas. Et on revient tout de suite avec la suite de cette histoire incroyable. Cool. Bonsoir la team, bienvenue dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. Alors les amis, nous sommes toujours avec notre premier invité du soir, c'est Ragnar le Dog. Il était en cavale, il a esquivé la police pendant 11 mois, il a partagé ses expériences sur TikTok et il a été, ça a été la une des médias pendant tout un temps. Justement, tu parlais de la version des médias et de ta version. Ouais. Quelle a été la version des médias et qu'est-ce que tu veux rétablir aujourd'hui? Par exemple, déjà, le fait que je me sois fait attraper par la police, ce qui est totalement faux. Moi, j'avais organisé ma reddition. Donc, j'en parlais même sur TikTok. J'avais dit que j'allais me rendre et j'en avais parlé avec un policier précisément, avec qui j'avais pris rendez-vous justement pour me rendre. Ok. Donc ça, on y reviendra sur comment est-ce que t'es... Donc ça, c'est un des premiers faits que tu reproches aux médias, c'est d'avoir dit que tu t'es fait attraper alors que c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qui t'a dérangé dans le traitement de ton histoire des médias? Après, c'était pas si dérangeant que ça, c'est juste, j'aurais voulu qu'on prenne un peu plus la chose au sérieux. C'était pas... Moi, ma liberté d'expression n'a pas franchi les limites. Donc, quand on m'a comparé pour Jean-Marie Bigard, qui est un comédien qui va des fois loin dans sa façon... Ça, c'était dans TPMP, j'ai vu, ouais. Et moi, qui est un détenu en cavale, qui raconte son quotidien et qui, par inadvertance, a donné des conseils pour rester en cavale. À partir de ce moment-là, c'était un peu chaud pour moi. Puis le fait que j'ai été censuré après, mes comptes ont été fermés, l'occasion de vraiment m'exprimer par après sur le même compte a disparu. Donc, on va dire qu'en venant à ton émission, je reprends un peu tout depuis le départ, quoi. Là, tu reprends à zéro. Ouais, c'est une saison 2, quoi. Ok, saison 2, et ça commence dans Rapology, c'est pas mal. Mais justement, raconte-moi maintenant, voilà, t'appelles comment s'appelle la directrice de la prison? Oui, voilà, donc moi tu lui dis que tu reviens pas. Je lui dis que je reviens pas, et pendant 11 mois, je fais ma vie. Je vais faire mes courses comme tout le monde chez... Tu restes ici à Bruxelles? Oui, je reste à Bruxelles, je vis avec ma compagne. Tu pars même pas... Ouais, je vis avec ma compagne du moment. Mais vous vivez où? Ils ont pas l'adresse? Si, elle a son adresse, mais je suis pas déclaré sur son adresse, donc la police de base n'est pas censée venir sonner à ça. Ouais, vous n'êtes pas mariés, donc non, en soi, il n'y a pas de... Voilà. Ok. La police va venir se présenter 2 ou 3 fois, justement, pour essayer de savoir si elle aurait eu des contacts avec moi ou pas. Forcément, par amour, elle n'allait pas leur dire oui. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, je vivais normalement, je faisais mes courses, etc. Souvent même, je me promenais. Et que ça soit en nuit ou en journée. Et à l'époque, vous vous souvenez, il y avait des heures auxquelles on pouvait pas se promener.
La vérité, je vais pas vous mentir, moi j'ai respecté aucun de ses horaires. Je voulais prendre l'air en sortant de prison et il fallait aller dehors. Fallait que je le fasse, quoi. Et d'où te vient l'idée d'aller partager tout ça sur TikTok? Ah, ça c'est ma compagne. À l'époque, moi j'avoue, je parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui communique à mort. Et avec elle, c'était pareil. Elle m'a dit, Nabil, tu es quelqu'un qui sait parler de ta vie. Pourquoi tu le ferais pas sur le réseau social TikTok? Parce que voilà, j'ai vu des gens, ils font tout et n'importe quoi. Et c'est ce que j'observais à l'époque. Je regardais un peu les vidéos de tout et tout le monde, ça dansait, ça chantait, ça. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, en vérité, pourquoi je lancerais pas, c'est vrai, le sujet de conversation sur lequel je suis. Et j'ai commencé par une première vidéo. Au début, moi, à la base, le TikTok, je l'avais ouvert, je voulais faire un peu de critique dans le rap. Ouais. Ah oui, donc c'était même pas pour parler de... Ça avait rien à voir. Puis après... quelqu'un m'a reconnu dans une vidéo où je souriais bêtement. Et il m'a dit, Nabil, t'es toujours en cavale? Mais comment il savait que t'étais en cavale? Ah ouais, mais non, mais ça c'est ma vie, la cavale. Moi, à chaque fois qu'ils ont ouvert la porte d'une prison, j'ai cavalé. Hein. Ok. Il y a que cette fois-ci que je suis libéré pour de vrai. Ok, donc toi, à chaque fois, tu... Ouais, je peux pas... Mais comment est-ce qu'il te... quoi. Je me mets à la place des directions de la prison, etc. Comment on accorde une perme à quelqu'un qui a constamment été en cavale? Moi, je suis la directrice. Moi, je suis la directrice. Je dis, attends, celui-là, à chaque fois qu'on lui ouvre la porte, il se barre. Oui, c'est vrai. Mais la porte. Mais c'est parce que la vérité... Déjà, je suis un enfant de la Belgique. Ils savent que quand je pars pas pour quitter le pays, aller me cacher au Mexique. Non, je reste ici au quartier. Je garde le même mode de vie. Je vais voir ma famille, je rejoins ma compagne, je vis ma vie normale. Déjà, c'est déjà de 1. Et puis de 2, c'est parce que je remplis les conditions à chaque fois. Chaque fois qu'on m'a demandé de remplir une condition certaine pour avoir un congé pénitentiaire, une permission de sortie ou une conditionnelle, ou même un bracelet électronique, je les ai toujours remplis. Donc, à partir de ce moment-là, les directions sont un peu difficiles. Et de toute façon, c'est pas les directions qui décident réellement de vous donner un congé pénitentiaire, une conditionnelle ou un bracelet électronique. C'est la direction générale des détentions. Et eux, la plupart du temps, ils se fient au rapport d'information que les agents pénitentiaires font. Et comme j'ai un comportement convenable en prison, ils se basent sur ça. Ils se disent, attends, mais non, il se réinsère, lui. Il a un boulot en prison, il fait des formations, il n'y a pas de bagarre, on l'a jamais attrapé avec du stup. Ah si, des fois, de temps en temps, un petit téléphone, mais c'est rien de grave parce que c'est pas punissable par la loi. Donc, au final, je finis par avoir un congé pénitentiaire. Et moi, je t'avoue, une fois que j'ai mis le pied dehors, me demande pas de revenir. C'est un truc de fou, faut quand même être idiot. Ils m'ont ramené avec des menottes et ils veulent que je revienne sans. Mais c'est pas possible. Ah non, il faut qu'ils viennent te chercher, quoi. La dernière fois qu'on m'a fait rentrer dans une prison, c'était avec des menottes. Si ça doit se repasser, ça sera avec des menottes, point à la ligne. Mais là, Dieu merci, c'est fini. On va passer à autre chose. Ouais, sérieux. Ça y est, t'en as eu marre. Franchement, je suis fatigué. La vérité, c'est pas un mode de vie. Mais il a fallu du temps avant que je le comprenne. Mais c'est pas un mode de vie. Et puis, une fois que je l'avais compris, c'était déjà trop tard. J'avais accumulé trop d'erreurs. Le problème, c'est que tu dois toutes les payer. L'État fait pas crédit. Hein. Ouais, comme ça, au cas où j'informe les autres, hein. Pas de crédit. Hein. Mais attends, avant qu'on en arrive là, je propose qu'on regarde quand même une vidéo. Ouais, il y a une petite vidéo dans laquelle tu donnes des conseils pour rester en cavale le plus longtemps possible. On va se regarder ça parce que c'est intéressant de voir... c'est simple en fait. Ouais, ça a l'air simple, on se dit, simple, en tout cas, mais au final, ça doit pas l'être tant que ça. Ça coûte beaucoup d'argent, ça c'est sûr et certain. On va en discuter, on se regarde la vidéo et puis on en parle. Des astuces pour rester en cavale le plus longtemps possible. En 1, évite les voyous et tous les lieux qu'ils peuvent fréquenter. Si tu prends les transports en commun, aie un abonnement en règle. Si tu as un numéro de portable, change-le tous les mois. Une écoute téléphonique, c'est 1 mois. Après, les flics sont obligés de demander au parquet une prolongation. Évite la famille, c'est ceux qui sont plus souvent surveillés. Évite les amis ou d'anciens complices. Eux peuvent te mener direct à ta perte. Ne reste jamais plus de 2 jours au même endroit. Si tu vois les flics, esquive-les. Surtout les patrouilles noires. Ces mecs sont spécialisés dans les mecs recherchés. Si t'es dans la rue, porte un masque. Ça évitera qu'ils viennent te faire chier. Voilà mon poteau, maintenant t'as toutes les astuces pour rester le plus longtemps en cavale. Je te souhaite bonne chance. Peace. Voilà les 7 conseils, les 7 conseils pour rester en cavale. Ouais. Quand tu revois cette vidéo, qu'est-ce que ça... ça se voit que j'étais en train de me foutre de ma propre gueule en fait. Parce que c'est ça, c'est le délire qui s'est passé sur TikTok, c'est ça. C'est que moi, j'aimais pas ma vie par rapport à ça. Et
J'étais en train de donner des T'aimais conseils. pas être en cavale? Non, c'est pas une vie d'être en cavale. C'est bien parce que t'es en liberté, d'accord? Donc tu t'étais profites pas en des gens train que de tu as. narguer la police en faisant ça? Non, pas du tout. Pourtant, ils l'ont pensé. Hein. Mais Le oui, parquet, forcément, la police, c'est tout le monde a normal. pensé que j'étais. Mais c'est la réalité des choses. C'est exactement. C'est comme quand tu fais un tuto cuisine, tu racontes la vérité, tu mens pas. Sinon, le plat ne ressort pas comme tu l'as. Bah, j'ai fait l'appareil. C'est une sorte de tuto. J'ai fait un tuto pour ceux qui ont l'habitude d'être en cavale, en espérant qu'ils se souviennent qu'il y a des règles à respecter. Est-ce que t'as pas l'impression quelque part que ça peut, parce que on sait que TikTok ça pullule de gosses. Ouais. Est-ce que t'as pas l'impression que quelque part tu peux donner le mauvais exemple en faisant ça? T'as pas ce... Je pense qu'aujourd'hui il y a plus de mauvais exemples. L'enfant lui-même est un mauvais exemple pour lui-même. Aujourd'hui les enfants ils ont pas besoin de nous pour apprendre des conneries. Ils les apprennent bien mieux seuls. Et ça c'est déjà pour commencer. Et de deux, moi quand je l'ai fait, je vous ai dit, j'étais en train de me foutre de moi-même. C'était ce que j'étais en train de vivre exactement. T'étais en dépression? Ouais, j'étais pas bien, même avec ma compagne, on s'embrouillait tous les jours parce que c'est pas une vie. Elle me demandait de rentrer parce que elle aussi, elle veut un bad boy pour les meufs, c'est qu'un temps. Après, t'as vu, la meuf, quand elle t'aime vraiment, elle veut que tu changes. Elle veut que tu trouves un taf, elle veut que tu te lèves le matin, que tu fasses des choses de ta vie, que ça soit de la musique ou autre chose. Elle s'en fout tant qu'elle te voit égayée par quelque chose qui te fait vivre pour de vrai et qui lui permet de, tous les jours, penser que la porte va pas exploser à 6h du matin parce que les forces spéciales viennent te chercher. Moi, la dernière fois encore que j'ai eu affaire à eux, j'ai bien vu. En plus, surtout, c'est une nouvelle génération de policiers qui est sortie. Ils sont devenus plus violents, plus hargneux, plus... Donc, si les policiers sont plus violents et que les voyous sont plus violents, on n'est pas loin d'une guerre. Et c'est mieux que ça s'arrête là maintenant. C'est mieux pour nous tous. Nous, on va continuer à faire notre musique et nos petites histoires. Eux continueront à patrouiller dans les rues. C'est la vie, quoi. Et tu vivais de quoi? Parce que forcément, tu peux pas aller travailler. Je suis un malin, moi. La vérité, je serais capable de vendre une paire de gants à un type qui n'a pas de main. Mais du coup, quand tu es dans cette période, enfin, je sais pas si tu peux le dire à l'antenne, mais tu continues à être dans l'illégal ou alors tu essayes de trouver... Il y en a qui le font, moi j'ai trouvé autre chose. C'était quoi ton business? Moi je vendais, j'achetais des objets, de tout. Par exemple, il y a pas si longtemps, j'ai réussi à atteindre une somme financière qui m'a été reprise par le bureau des finances. Parce que tu vendais quoi en ligne? Ouais, voilà. Tu faisais genre du dropshipping? Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas illégal, le dropshipping. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État a trouvé la faille pour récupérer son argent. Vu que vous le faites sans numéro de TVA, ah ben ouais, là on est... Tout revenu de commerce doit passer par un numéro de TVA à la banque Carrefour, ils t'attaquent. Tu payes 75% de tes revenus... de ton chiffre d'affaires sur ce que tu as vendu, quoi. Donc, au final, tu reviens juste avec l'investissement avec lequel tu as commencé. Ok. Voilà. Donc, tu as réussi à faire un petit business qui n'était pas illégal, mais pas déclaré. Donc, c'était quand même bof. Ouais. On est venu quand même toquer à la porte de ma cellule pour me dire, c'est... Faut rendre l'argent. Ouais, t'as pas pensé à... comment il s'appelle l'autre aussi qui était en cavale, là, le grand escroc qui passe aussi beaucoup sur les séries Hanouna et tout. Comment il s'appelle on a même fait une vidéo Netflix sur lui, etc. Celui qui faisait les arnaques au truc vert. Attends, comment il s'appelle? Oh, le nom ne me revient pas. Ouais, mais il y a une nouvelle génération que j'ai ratée. Mais c'est un ancien un peu, ancien lui. Aussi. Ouais. Rocancourt? Non, ah bon, ça me revient pas, bref, et ça me fait perdre le fil de là où j'étais. Voilà, lui, il a caché l'argent. Oui, bien sûr. Moi, j'aurais pu faire pareil, mais le problème, c'est que j'avais ouvert tous les contrats à mon nom. On se serait attaqué à moi financièrement dans les années. C'est-à-dire, j'achète une baraque, on vient me la saisir, j'achète une voiture, on fait pareil. C'était, j'ai envie de me marier, moi aussi. J'ai envie d'avoir une vie de famille, j'ai envie d'acheter une baraque, j'ai pas envie qu'ils reviennent. En fait, t'as envie de te réinsérer dans la société aujourd'hui. J'ai toujours voulu avoir une vie, seulement que à l'époque... j'avais choisi la mauvaise manière de la fabriquer, c'est tout. Okay. Moi, je pensais qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'il faut juste sa place, c'est tout. Et quel message tu passerais aux jeunes, justement, aujourd'hui, qui sont sur le point de faire ces mêmes erreurs que toi, t'as fait? S'ils pensent faire les mêmes erreurs, ou ils sont déjà dans l'acte, parce que s'ils sont déjà dans l'acte, je vais dire tant pis pour toi, frérot, t'es dans la merde. Hein. Mais pour ceux qui... Tu vois, ce gamin de 13 ans qui se dit, je vais aller me faire une place dans la rue, je vais... Tu vas perdre tes dents, gamin. C'est ça que je vais lui dire, pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu perds tes dents. À l'époque, pour une affaire, pour laquelle je serais rentré, moi, on va dire un exemple, vol de voiture. À l'époque, pour un vol de voiture, tu prenais 2 mois. Aujourd'hui, tu prends 4 ans. C'est à toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux vraiment passer 4 ans à tourner au préau de Saint-Gilles? En plus, il n'y a pas de douche, pas de préau, pas de visite ces temps-ci. Du vrai, c'est pas une vie.
C'est pas une vie de faire ses besoins devant son co-détenu. C'est pas une vie de se faire attaquer par un gardien à 6h du matin parce que je sais pas ce qui lui est arrivé chez lui à la maison. C'est pas une vie. C'est pas une vie de se retrouver ligoté, attaché à un lit de contention parce que t'as pété les plombs, parce que ta mère est morte ou que ton père est malade ou que ta copine a décidé de te quitter. La prison, ça c'est des choses que t'as vécues. C'est la prison, c'est des choses que j'ai vécues et des choses que j'ai vu vivre. J'ai vu des gens vivre ça devant moi. Quelles sont les pires choses que t'as vécues en prison ? Les choses qui restent et peut-être qui pourront faire cet électrochoc, qui vont empêcher ce jeune aussi de se lancer dans cette voie. Moi, c'était les fins de visite, moi. La pire des choses que je vivais, c'était les fins de visite. Parce que j'étais super excité de l'avoir pendant 2 jours d'affilée. Et le jour où je l'avais, 50 minutes plus tard, il y a un agent qui crie fin de visite. L'être aimé qui est en face, on n'a qu'une envie, c'est de le cacher dans sa poche et de l'emmener avec nous en cellule. Hein. Ou alors de rentrer dans sa poche et sortir. On ne demandait même pas ça, t'imagines? Je demandais même pas de sortir. Si je pouvais juste l'avoir près de moi plus longtemps, c'était le bonheur. En fait, c'est cet isolement. Ouais, il te détruit psychologiquement parce que les êtres auxquels tu veux vraiment te confier sont derrière un mur épais. Donc ce qui fait que t'as plus que ce qu'on te sert devant toi, des agents pénitentiaires et des détenus. Mais tout le monde n'a pas envie de fréquenter des agents pénitentiaires et des détenus, tu vois. Donc ouais, c'était le pire pour moi, les visites. Puis après, c'était ma raison de cavale en 2020. La liberté, en vérité, c'est vrai, c'est vraiment savoureux. Mais ça dépend de comment toi, tu as envie de la vivre. Moi, il n'y a pas si longtemps, quand je suis sorti, donc là, ça fait 3 semaines, les 2 premiers jours, je vous avoue, j'étais perdu. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Puis là, maintenant, les briques commencent à s'entaler l'une sur l'autre et je vois déjà mieux. Et tu vois le bout. Ouais, je vois déjà mieux la route. Eh ben justement, on va en discuter. On va se faire juste une petite page de pub. Cool. Une petite minute ou 2. Et on revient et on va parler justement de l'avenir et de ce que tu projettes maintenant. Allez, c'est parti, on se lance la pub. Yo la team, on est toujours dans Rapology. Nous sommes avec notre premier invité du soir, c'est Ragnar le Dog. Il a longtemps été en cavale. Il a partagé justement cette cavale sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu de faire la une de beaucoup de médias. Aujourd'hui, il est libre. Il est venu nous raconter son parcours. Très très intéressant, beaucoup de choses intéressantes. Et là justement, on arrive à ce moment où t'es libre. Tu retournes en prison. T'es libre. Enfin, t'as fait combien de temps une fois que t'es sorti de ta cavale? Donc, j'ai fait 11 mois de cavale d'affilée. Et le 2 mars 2021, juste après être passé sur RTL TVI, donc j'étais passé sur RTL TVI, je crois, le 27 février, vers 19h, 19h30, comme ça. Et l'agent de police avec qui je m'étais arrangé justement pour me rendre m'appelle, me dit écoute Nabil, waouh. Ah, mais comment ça s'est passé justement? Raconte-nous le fait que comment est-ce que donc toi t'es en cavale Ouais, le buzz a commencé avant même que je me rende. Donc je fais la vidéo que tu viens de voir avec les 7 conseils. Et cette vidéo est vue 24 000 fois en une seule nuit. Ok. Elle atteint vite 100 000 au bout de quelques heures après. Dès que cette vidéo atteint les 100 000, j'ai un journaliste qui prend contact avec moi, c'est Benjamin Samin d'RTL TVI, et qui me demande si je serais d'accord de faire une interview due à ce buzz que je fais sur les réseaux sociaux. Au début, moi, je m'inquiétais. Je pensais que c'était un guet-apens de la police. Parce que quand tu vois les vues que je faisais, je me disais, forcément, il y a bien des flics qui m'ont vu parmi les TikTokers. Donc, je me dis, à n'importe quel moment, ils vont me tomber dessus. Donc, je reçois ce premier message sur TikTok. Parce que moi, à l'époque, sur TikTok, qu'est-ce que je faisais? Je disais aux gens, si tu t'abonnes à moi, forcément, je m'abonne à toi. Parce que je veux pouvoir garder contact vraiment. Parce que sur TikTok, si t'es pas mon ami, je peux pas te parler par message personnel. Ouais. Et moi, j'avais besoin de parler à toutes ces personnes qui avaient décidé de s'abonner à moi. Et c'est tout, je m'étais abonné à lui et je reçois un message de sa part. Écoute, je suis Benjamin Samin, le journaliste d'RTL TVI. J'ai pris contact avec tu sais qui. Et à l'époque, le tu sais qui, c'était mon avocat, Yannick de Vlaming, que je citais régulièrement justement sur le réseau TikTok. Et il se fait qu'en fait, mon avocat et Benjamin Samin sont des amis d'école d'enfance. Ok. Donc il a pris contact avec mon avocat et il lui a dit écoute, j'ai vu un de tes clients, le mec avec les dents en or, il est en train de faire un buzz monumental sur TikTok, est-ce que tu penses qu'il serait d'accord que je fasse une interview? Mon avocat me connaissant, il lui a dit écoute, appelle-le, j'en suis sûr et certain qu'il va pas dire non lui. Et c'est ce qui se passe. Sur le moment même, moi je m'inquiète un peu, j'appelle mon avocat, je dis il me dit directement, tu sais quoi, j'ai déjà eu un appel, c'est bien un journaliste qui veut faire une interview de toi, donc si ça t'intéresse, fonce.
Donc je reprends contact avec le Benjamin Samin et j'accepte le rendez-vous qu'il me propose. Je le ramène à Bruxelles et c'est tout, on décide de faire cette interview en plein milieu de la rue, mais en plein milieu du centre-ville de Bruxelles. Dinguerie. Et pendant toute la durée de ce reportage, on croise plus de 22 patrouilles de police. Parce que c'est lui qui les a comptées. Il m'a dit, c'est choquant, c'est la 22e patrouille de police et t'as pas peur, tu transpires pas, en plus tu portes même pas ton masque. Il me dit, t'as pas peur? Je lui dis non, j'ai pas peur parce que j'ai rien à me reprocher. Je fais rien d'illégal. À part le fait d'être en cavale, ce qui n'est pas illégal ici en Belgique. Hein, parce c'est pas illégal d'être en cavale? Non, ça il faut le savoir. La fuite est un droit dans le code pénal. La seule chose qui peut être considérée comme un délit, si pendant votre fuite, vous commettez des délits graves, comme vol ou de la violence envers autrui. Ok, donc mais en la soi, cavale en elle-même, elle est en fait, il faut juste qu'on t'attrape, c'est tout. C'est ça. C'est l'histoire du lapin et du chasseur. Ok. J'ai vécu le lapin pendant très longtemps. Donc dans l'histoire, on fait notre interview. Il prend rendez-vous avec ses supérieurs avec lesquels ils font une réunion pour essayer de savoir s'ils vont parler de mon sujet. Mais entre-temps, lui, il essaie de s'informer un peu plus et il appelle le parquet en leur demandant, écoutez, moi je suis en contact avec un TikToker qui est en cavale et est-ce que c'est normal que le mec, ça fait 11 mois qu'il tourne et que la police ne fait rien pour l'intercepter, quoi? Et t'as le parquet qui dément, qui lui dit, le personnage que vous nous citez, c'est un personnage qu'on a libéré. Donc t'as le journaliste qui revient vers moi en m'appelant en me disant « Ah non, c'est pas normal, tu veux ruiner ma carrière avec tes mensonges, le parquet dit que t'as été libéré, etc. » Mais moi j'ai des papiers officiels qui disent comme quoi je suis en congé pénitentiaire pendant 36 heures depuis le 17 mars. 36 heures, elles ont duré longtemps. Elles ont duré longtemps, les 36 heures. Et dans l'histoire, donc je lui envoie la copie de ce document et lui retourne au parquet en courant en leur montrant le document directement. Il ne pouvait plus mentir à ce moment-là. Le parquet leur a dit, en vérité, on s'est trompé. Au final, il est vraiment en cavale depuis 11 mois, mais c'est pas le seul. Ils ont essayé de minimiser. De dire que voilà, il y a plein d'autres qui sont plus graves. Ils voyaient le ridicule arriver. Ils se disent, si les médias commencent à parler de détenus qui se permettent de non réintégrer les établissements en sachant que les victimes ont déjà peur qu'on les libère, il va y avoir un problème. Ce qui est compréhensible, je peux comprendre. Mais moi, sur le moment même, je ne m'attendais pas à ce que cette affaire remonte aussi haut. Entre-temps, il fait l'interview, donc elle est terminée. Et le 27 février, je passe à la télévision. À 19h30, dans le journal d'RTL TVI, on parle de ce détenu TikToker en cavale, etc. Et même pas quelques minutes plus tard, j'ai l'agent de police avec qui je m'étais arrangé pour me rendre qui m'appelle et qui me dit « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Je dis « Pardon ?» Il me dit « Tu viens de te voir à la télévision, tu viens de te foutre dans une merde, tu sais pas quoi. Le parquet vient d'envoyer un mandat d'arrêt national dans tout le pays pour t'attraper. Ils veulent tous t'avoir. » Et c'est vrai, à l'époque, ma mère recevait des coups de téléphone de pratiquement tous les commissariats de Bruxelles en espérant négocier ma reddition dans leur commissariat. Mais moi, j'avais fait une promesse à un policier. Je lui avais dit, c'est chez toi que je vais me rendre pour pouvoir... Pourquoi tu avais choisi ce policier-là? Parce que c'est le plus dangereux de Bruxelles. Okay. C'est le policier à ne pas avoir dans le dos. Je préfère l'avoir devant moi que de l'avoir dans le dos. Donc, je préfère me rendre chez le pire. Au moins, je sais que là, je risque pas de tomber plus bas. Ok. Et on s'entend bien, de toute façon. Lui fait son boulot. Moi, j'ai toujours assumé mes erreurs au final parce que voilà, je suis là devant vous, j'ai fini. Et voilà. Et puis, il me dit, sors plus de chez toi parce que là, tous les policiers te veulent. Mais moi, j'ai encore des courses à faire. Mais je dois manger. Bah oui, non, et t'es encore avec ta copine ou parce que comme vous vous embrouillez ou t'es tout seul là? Ouais, non, on vit encore ensemble, mais il y a eu des choses compliquées qui se sont passées pendant la longue détention que je viens de faire. Ça doit pas être facile. Ouais, c'est pas facile. Donc, on essaye de marcher pas par pas. En plus, elle a un respect énorme pour moi et j'en ai un pour elle aussi. Donc, tant que le respect y est, le reste c'est ça. Glisse tout seul. Donc voilà, et donc le 2 mars, j'ai fini par rappeler le policier en lui disant c'est aujourd'hui que je me rends. Et je me suis présenté à la commune de 1000 Bruxelles, je lui ai dit de venir me rejoindre là parce que j'avais un dernier document administratif à faire signer par la commune. Et voilà, c'est même en direct que ça s'est passé. À l'époque, il y avait, je crois, plus de 700 personnes qui suivaient le direct au moment où je me rendais. Ah, t'as fait un direct? Ouais, j'avais fait un direct depuis la commune de 1000 Bruxelles où je montrais bien que le policier en question était bien venu me chercher pour que je paye... ma dette. Et puis, depuis le 2 mars, j'ai été enfermé jusqu'en août 2022 où ils ont décidé de me donner des congés pénitentiaires. Où j'ai respecté cette fois-ci. Ouais, je suis revenu 3 fois d'affilée. Il m'est arrivé une petite passade parce que j'étais propriétaire d'un téléphone en prison, ce qui est interdit. Ouais. Et
avec l'euphorie des réseaux sociaux, je me suis remis à faire des TikTok depuis ma cellule. Avec quelle idée tu et la faisais direction déjà est tombée dessus. Donc, j'ai perdu mes congés pénitentiaires. Et puis, quelques semaines plus tard, le directeur a décidé de me remettre des permissions de sortie. Et voilà, j'ai pu fabriquer ce qu'il fallait. Et là, j'ai été libéré il y a maintenant 3 semaines depuis hier. Et donc là, maintenant, t'es libre comme l'air, ça y est. Oui, enfin, je peux avancer dans ma vraie vie personnelle. Ça veut dire, enfin, avoir une carte d'identité, parce que depuis 2018, j'en avais pas. Récupérer mon identité pour de vrai, récupérer mon permis de conduire, mon passeport, aller voyager à l'étranger, aller bosser comme tout le monde. Et cette vie, elle est totalement derrière toi, c'est fini. Ouais, je crois que c'est bon. Quand je dis je crois que c'est bon, c'est parce que personne n'est à l'abri. Vous voyez, il pourrait se passer n'importe quoi, un choc émotionnel qui pourrait me faire vaciller ou quoi. Mais dans la morale générale, je suis parti sur un bon tracé. Et qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour que justement tu retombes plus ? C'est ça, c'est que dans l'état dans lequel on vit, donc ce pays précisément, peut-être que les autres pays européens font pareil, mais moi je vais parler de celui dans lequel je vis, les plans de réinsertion pour les détenus n'existent pas réellement. Donc si le détenu n'est pas courageux, ambitieux et déterminé à fabriquer quelque chose qui peut lui appartenir plus tard, il risque de se perdre. C'est pour ça qu'ici en Belgique, on a une récidive de plus ou moins 40%. Donc on a 40% des détenus qui retournent au bout de quelques mois en prison parce que justement, il n'y a aucun plan réel sur lequel se baser pour fabriquer sa réinsertion. Moi, c'est pas mon cas parce que j'ai une force psychologique, mais on n'est pas tous comme moi et... Voilà, il y a chacun voit comme il voit son avenir. Il y en a d'autres qui ont une colère au fond d'eux. Ils ont perdu des années et des années. Donc le jour où ils sortiront de prison, ils n'ont qu'une envie, c'est d'éclater. Il y en a d'autres, ils n'ont qu'une envie, c'est de fonder une famille, celle qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir. Et il y en a d'autres, ils promettent de ne plus jamais s'approcher de quoi que ce soit en sortant, quoi. Et maintenant, c'est quoi ton projet à toi ? Moi, mon projet personnel, la vérité, c'est le cinéma. Je sais pas pourquoi. Cette envie m'a démarré en prison, cette fois-ci lors de cette incarcération. Et j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté. Pour le moment, j'ai encore rien fait parce que ça fait que 3 semaines que je suis sorti, que j'ai encore énormément de tâches administratives à faire pour pouvoir me régulariser moi-même. Si tu trouves une place dans le cinéma, tu me prends avec. Ouais, vas-y. Merci. Bien sûr. Ah non, moi aussi, j'en rêve. Moi, je suis le genre de type qui fabrique un train avec plein de wagons. Et si vous êtes chaud, vous montez tous avec moi. Je monte. Je te suis pas en prison, mais si le truc il va, si le wagon il va au cinéma, je prends. Le cinéma, c'est vraiment un truc super. C'est un truc qui va pouvoir me permettre sûrement d'extérioriser ce que j'ai pas pu faire dans ma vie en général. Et tu m'avais parlé aussi en off d'un projet dans les prisons. Oui, je suis toujours en contact avec la direction générale de la prison de Leuze. Madame Hayé, que je salue. Big up Madame Hayé, apparemment vous êtes une bonne directrice de prison. Une terrible directrice, une vraie directrice, parce que cette femme a vraiment envie de nous réinsérer. Le problème, c'est que comme ma mère m'a appris, une seule main n'applaudit pas. C'est ça. Donc il lui faut de l'aide. Et j'ai décidé, moi, de lui montrer que même en tant qu'ancien détenu, j'ai envie aussi de créer quelque chose pour ceux qui vont passer après moi par ce calvaire. Et j'avais l'intention de monter un projet atelier rap avec elle. Un petit studio qui serait monté sur place au sein de l'établissement et l'autorisation de pouvoir filmer l'intérieur, que ce soit pour des clips de rap. Donc maintenant, avis à tous les rappeurs qui ont l'intention de mettre des cellules réelles dans leurs clips, j'ai peut-être la possibilité de vous pistonner, les gars. Hein. On verra si ça se fait. Ouais. Mais en tout cas, le projet, c'est vraiment d'apporter aussi des opportunités et une occupation à ceux qui sont encore en prison. Ces mecs-là ont vraiment besoin qu'on les occupe. La vérité, c'est pas qu'une question de rap. Hein. Moi, je participais à tous les ateliers en prison. Hein. Atelier cuisine, atelier culture, atelier cinéma, atelier théâtre, atelier impro. J'ai même fait du slam. Bref, c'est... Donc c'est important en fait t'as envie de sortir de ta cellule et là t'as tout le temps d'apprendre des choses que tu t'étais pas donné le temps d'apprendre à l'extérieur. Ça te donne même le goût d'essayer de le faire une fois sorti. Et est-ce que quelque part, au final, parce qu'en début d'émission tu me disais oui la prison ça aide pas, j'aurais peut-être fait l'armée, est-ce que quelque part il y a pas aussi ça aide pas aussi un peu dans le fait que toi tu te dis ben voilà ça te donne le temps d'apprendre, des gens qui sont dans un quotidien constamment confrontés, par exemple tu sais quand tu grandis dans la rue il y en a, voilà toi tu l'as choisi la vie de la rue, mais il y en a, ils
ils grandissent dedans, ils sont nés dedans, ils n'ont pas le choix. Ouais, Est-ce que, quelque part, cette prison leur donne pas le temps justement de sortir de cette réalité et de peut-être s'intéresser à d'autres choses? C'est vraiment une question que je pose. Je connais pas la situation. Donc, est-ce que quelque part, ça peut pas avoir parfois, même s'il y a aussi tous ces aspects négatifs, mais est-ce que ça peut pas aussi avoir ce côté positif de donner ce temps, d'aller apprendre des choses au travers de ces activités, de toutes ces choses? Non, mais c'est justement ça. C'est pas juste une sortie de cellule. Hein, c'est une ouverture de quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Par exemple, moi, le cours de cuisine, c'était un truc que j'aime bien cuisiner, et puis j'aime bien manger. Et j'étais avec un professionnel qui m'apprenait des choses que je connaissais pas. Donc, ça enrichissait mon savoir. Donc, ça me faisait plaisir. Après une journée en atelier cuisine, j'avais le sourire. Il n'y a pas un gardien qui pouvait descendre mon humeur. Donc, et je crois que tous ces détenus, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent le moyen de pouvoir déjà faire passer leur temps, mais tout en apprenant. Et que ce soit cet atelier rap ou l'atelier cuisine ou d'autres choses, ben on les utilise, on s'en sert parce que ça nous permet de pouvoir avancer dans la vie qu'on mène actuellement en prison. Il y en a même que je ne vais pas vous mentir, ils ont eu la chance de rencontrer des chefs cuisiniers grâce à cette formation, par exemple cuisine. À l'époque, à la prison d'Andenne, la direction avait invité un collègue à Philippe Etchevest, qui était venu fabriquer un repas gastronomique avec les détenus de la prison d'Andenne. Ça avait fait même la une des journaux, je pense que c'était passé sur RTBF à l'époque, etc. Donc, la prison n'est pas un étouffoir. Même s'il manque encore beaucoup de plans sur lesquels travailler pour pouvoir améliorer, pas le quotidien de la vie du détenu, mais la réinsertion dans laquelle le baigner pour plus tard. En fait, c'est vraiment ça où la prison pêche, c'est ce côté réinsertion. Parce qu'elle a un travail, c'est un travail de réprimande. Elle fait la fermeture du détenu pour protéger le citoyen. Mais son boulot, c'est ça, c'est pas autre chose. Si demain, l'État venait à incorporer d'autres facettes dans les prisons pour pouvoir justement, après l'enfermement, l'après-enfermement, ça, ce serait bien. Par exemple, en prison, ils ont des sortes de homes, mais des homes spécialisés pour les après-prisons. Donc, c'est une sorte de semi-détention. Okay. T'es ouvert du matin au soir, tu vas travailler pour un patron, et le soir, tu vas redormir là. Et ça fait partie de ta peine. Ça, on n'a pas ici en Belgique. Ici, c'est où tu as terminé ta peine de prison, ou tu restes en prison jusqu'à la terminer. Voilà. Et une dernière petite question avant qu'on passe à la suite. Est-ce que quand on est ancien détenu, on trouve plus de travail? C'est vraiment où il y a encore... C'est compliqué, hein. Avec un bonne vie mœurs, par exemple, comme le mien, tu as des bonnes vie mœurs moins graves. Mais le mien, par exemple, il fait peur. Faut dire la vérité. Moi, je serais un patron. Je lis ce qui est marqué sur les documents sans voir le visage de la personne. Mais désolé, limite, je rappelle la police pour être sûr qu'ils ne s'approchent pas de mon commerce, quoi. Donc voilà. Et si moi, même, arrive à penser ça, je dois m'imaginer une folie dans la tête du monsieur qui dit mon bonne vie mœurs pour de vrai. Donc je comprends. Mais comme je t'ai dit, je suis ambitieux, donc je m'arrête pas à ça. Tu t'arrêtes pas à ça. Ouais, moi j'ai déjà rencontré des types qui sont capables de nous faire confiance, nous, les mecs sortis de prison. J'en ai encore rencontré un il y a pas longtemps. Ouais. Et c'est pas des mecs parce qu'ils ont vécu la misère. Hein. Moi j'ai rencontré un multimillionnaire belge qui tient plusieurs commerces et plusieurs bâtiments dans Bruxelles, qui engage des mecs sortis de prison parce qu'ils croient en eux. Il a même meilleur contact avec des gens qui sortent de prison qu'avec le citoyen lambda qui a jamais connu la galère. C'est important qu'on croit en nous. C'est ça, ouais. Oui, la vérité, je crois qu'on est tous en manque de reconnaissance. Hein. En prison, c'est le défaut de tous les détenus, ça. Hein. Je crois qu'ils appellent 20 fois par jour leur famille, justement, en espérant entendre un mot qui les fasse grimper au ciel. Tu crois que c'est peut-être parce qu'ils ont, y en a beaucoup qui n'ont juste jamais entendu « je suis fier de toi » et c'est peut-être ça qui pousse. Moi, je l'ai jamais entendu, moi. Moi, la vérité, je l'ai jamais entendu. Jamais de ma vie, que ce soit de la bouche de mes parents, de mes amis, de ma petite copine, jamais. Hein. Pourtant, je sais que j'ai fait des choses qui pourraient permettre de parler de fierté, mais l'action en elle-même n'a jamais existé. Donc c'est vrai que je suis encore à la recherche. Demain, si je rencontrais quelqu'un qui me disait « je suis fier de toi », je crois que cette personne aurait une place importante. Mais tu sais, honnêtement, j'ai envie de te le dire, tu sais, quand j'entends ton parcours, maintenant on se connaît pas beaucoup, donc parfois ce serait un peu déplacé, mais clairement, quand on voit ton parcours, ton discours aujourd'hui, et ce côté « ça y est, j'en sors », mais bien sûr, j'ai envie, si j'étais ta mère, je te dirais, je suis fière de toi. Oh, merci, c'est gentil. Mais je crois que ma mère, elle nous écoute aujourd'hui, parce que je lui ai envoyé un petit message en passant par ma sœur. Je lui ai dit, je passais en radio, regardez, on sait jamais. Moi, j'ai juste envie de rattraper un peu les erreurs que j'ai commises, parce que j'en ai commis beaucoup, vraiment beaucoup, même au niveau familial. Parce que quand tu as un fils comme moi qui fait que rentrer en prison, tu te demandes ce que tu as fait, oh mon Dieu. C'est ça. Et on peut comprendre aussi le parent dont ça sort pas de la bouche, parce que tu fais que le voir faire des bêtises, mais quelque part,
voir, le parcours aujourd'hui t'a appris de tes erreurs, t'as envie de changer. Ouais, énormément. Eh ben, tu peux être fier de toi. Merci, c'est gentil. Tu peux être fier de toi. Je m'en souviendrai. Sincèrement. Ah ouais, toi, je vais te faire monter avec moi dans le cinéma. Je te lâche pas, toi, c'est sûr. Non, mais sérieusement, franchement, tu peux être fier de toi. Et là, tout de suite, on va se faire une courte pause. Ouais. T'es venu avec quelques potes. Ouais. Tu fais du rap. Ouais, aussi un petit peu. On est dans Rapology. C'est normal. C'est parti normal. Ouais, mais Allez. ça va faire plaisir. Petite pause musicale, on fait rentrer la Fafa, Ouais. petite session freestyle et l'émission continue. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.